Quand ça va pas dans la relation, on est parfois à bout de moyens pour se faire entendre, comprendre l'autre, retrouver de l'harmonie. Souvent, avant de même avoir l'intention de retrouver de l'harmonie, on passe en mode survie, défensive, protection, victime, bourreau, sauveur. Ce sont des choses dont on a déjà parlé sur cette chaîne et dans cette vidéo, je vais te donner 2 exemples concrets de choses à ne surtout pas dire à ton partenaire ou ta partenaire. Des choses que peut-être tu dis à l'autre, peut-être que c'est toi qui les entends. Dans tous les cas, ça ne marche pas de dire ces 2 choses-là. Au contraire, ça renforce le problème et ça dégrade la relation sur le long terme. Évidemment, je ne vais pas te laisser dans ton caca, on va voir quoi faire à la place. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses. Et pour bien commencer ton entrée dans l'univers de Viens on s'aime, je te propose de télécharger en cliquant sur le lien dans la description cette petite fiche indispensable des sentiments et des besoins, qui va t'aider à les nommer avec précision. Tes besoins et tes sentiments légitimes. Pourquoi je précise légitimes? Parce qu'ils le sont toujours et qu'on confond plein de choses avec les sentiments et les besoins. On confond les sentiments avec des jugements et les besoins avec des moyens. C'est capital d'être au clair sur ces notions-là si on veut avoir une chance de s'épanouir dans nos relations amoureuses et nos relations de manière générale. Cette petite fiche est gratuite, elle est accompagnée de sa mini-formation gratuite pour t'apprendre à l'utiliser et tu vas pouvoir l'imprimer pour l'utiliser dans toutes les situations qui se présentent à toi. Premier exemple à ne surtout pas dire. Calme-toi. Quand est-ce qu'on peut entendre calme-toi? Quand est-ce qu'on peut nous dire calme-toi? En général, les gens à qui on demande de se calmer, ce sont les gens en colère ou les gens effrayés, anxieux, qui vont hausser le ton, qui vont hausser l'intensité, pour qui l'émotion est palpable. Hausser le ton, ça ne veut pas forcément dire crier. C'est aussi tout simplement monter l'intensité, montrer l'émotion, la colère ou la peur. Donc quelqu'un qui hausse le ton et qui est dans son émotion, ça va être quelqu'un qui vit une grosse frustration, de la colère, de la peur, qui en tout cas ne se sent pas entendu ou qui a peur qu'on ne l'entende pas ou qui a une espèce d'urgence à ce qu'on l'entende. En fait, cette intensité, cette émotion palpable, elle est à la hauteur de la non-satisfaction du besoin qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est important de télécharger la petite liste des sentiments et des besoins, parce que à partir du moment où tu nommes ton besoin, tu n'as plus besoin de t'affairer dans tous les sens. Puisqu'un besoin reconnu est un besoin à moitié satisfait et qu'à partir du moment où tu le nommes, déjà ça calme quelque chose en toi. Et on sait qu'il est nommé, tu verras ça dans la petite formation, à partir du moment où le corps réagit. Et quand on est dans son émotion, dans son intensité, on peut entendre ce « calme-toi ». Et donc, qui dit ça? En général, quelqu'un qui est impressionné par cette émotion, qui ne sait pas quoi en faire et qui se retrouve dérégulé face à la personne qui est elle aussi dans son émotion dérégulée, dans son urgence. Ça s'appelle la corégulation. Nos émotions sont contagieuses, en tout cas quand on a un système nerveux dérégulé, puisqu'on va le voir, quelqu'un qui a un système nerveux régulé va pouvoir accueillir une émotion intense en face. Dans lequel des 2 rôles tu te reconnais le plus? Et si on t'a déjà demandé de te calmer, est-ce que ça t'a déjà donné envie de te calmer? Est-ce que ça t'a déjà aidé à redescendre en pression? Et sinon, pourquoi? La grande majorité du temps, demander à quelqu'un de se calmer, ça ne marche pas. Et au contraire, ça renforce, ça intensifie l'émotion qu'on a déjà du mal à gérer. Parce qu'en fait, tout ce qu'on entend derrière « calme-toi », c'est « ton émotion est trop forte, ton émotion n'est pas valide, ce que tu ressens n'est pas légitime, ton message n'est pas entendable, je suis fermé ». C'est ton problème. Or, il faut absolument savoir qu'une émotion, elle passe, qu'on redescend en pression quand cette émotion, elle est accueillie, quand elle est entendue, quand elle est acceptée, que ce soit par soi-même et ou par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que les demandes liées à cette émotion vont nécessairement être acceptées et appliquées, et si jamais ce n'était pas le cas, et ça veut dire que là, il y a d'autres manières à trouver, il y a d'autres choses, d'autres solutions à co-créer pour que chacun y trouve son compte. Quand on nous dit « calme-toi », voilà ce qu'on comprend. Mon émotion n'est pas légitime et l'autre s'en fout, ne m'aime pas, je me sens seule, et ça, ça crée des grosses blessures, ça renforce des traumatismes qui sont déjà présents. Puisque ce qui nous blesse beaucoup, c'est pas tant ce qui nous arrive, mais le fait de se sentir seul dans ce qui nous arrive. Donc ça, c'est pour quand on entend le « calme-toi ». La personne qui dit « calme-toi », en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment pour elle? Si elle en avait les moyens, voilà ce que probablement elle aurait envie de te dire. Je me sens déstabilisée face à l'intensité de ce que tu vis. Ça rappelle des choses en moi, des conflits passés, des rapports avec mes parents qui me mettent en mode survie. Je sens que je perds le contrôle de la situation et ça me met en panique.
je me sens impuissant à t'aider et c'est plus facile pour moi de te dire de te calmer que de me réguler moi-même. On n'a pas tous le même rapport aux émotions, il pourra y avoir pas mal de choses derrière, peut-être qu'il y aura quelque chose d'une peur des émotions de manière générale, d'une peur du ton haut parce que ça me rappelle des engueulades avec mes parents et que en fait quand quelqu'un hausse le ton, et ben en fait j'associe ça à une prise de pouvoir et je me sens nulle, j'ai peur qu'on m'écrase, j'ai peur qu'on m'aime plus et je me sens figée. Et parfois, une manière toxique d'essayer de reprendre le contrôle sur la situation ou sur soi-même, bah ça va être de hausser le ton à nouveau. Ce sera qui criera le plus fort, comme si ça allait marcher. Non, évidemment. C'est un mécanisme de défense qui, évidemment, est stérile. 10 000 ! Dire calme-toi à quelqu'un, ça fait des dégâts sur le moment parce que la personne se sent seule et pas accueillie dans ce qu'elle vit, qui est important pour elle. Ça fait aussi des dégâts sur le long terme parce que si, quand je partage quelque chose, je ne suis pas accueillie, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais arrêter de les partager, je vais garder les choses pour moi, je ne vais pas me sentir en sécurité dans la relation, donc il n'y aura pas de connexion, il n'y aura pas de vulnérabilité. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de notre relation, y compris notre sexualité. Et au bout d'un moment, je vais exploser ou je vais partir parce que j'en peux plus, je me sens pas bien si je me sens pas accueillie dans ce que je vis. Tout ça est rémédiable. Réguler son système nerveux et devenir une personne sécure, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Est-ce que ce sera possible avec la personne à qui tu penses en regardant cette vidéo ? Ça, on ne peut pas le savoir. Quoi qu'il en soit, une personne régulée et sécure, et donc ça s'apprend, sera capable d'accueillir l'émotion, la dérégulation de l'autre, en restant ancrée. Sa propre régulation va pouvoir contribuer à réguler la personne qui est dans son émotion, donc principe de co-régulation. Elle va pouvoir adopter la bonne attitude pour la personne qui est en train de vivre ça, et donc ça va réguler dans le bon sens plutôt que l'inverse. Si tu es la personne qui le dit, calme-toi, voilà ce que tu peux faire à la place. Pâquerette, ça c'est un nom de code, j'en parle dans la vidéo que je te mets en petite fiche et dans la description. C'est tout simplement un nom de code, je développe le concept dans la vidéo, pour dire en gros stop, je perds mes moyens, on reprend plus tard. Ça, c'est pour quand on a zéro moyen sur la situation, on a besoin d'un nom de code pour dire stop et que ce soit pas mal pris, c'est un contrat qu'on fait ensemble. Si tu as un peu plus de moyens, tu peux dire je me sens submergée, j'arrive pas à accueillir ce que tu vis, est-ce qu'on peut ralentir un petit peu pour que je puisse vraiment écouter ce que tu me dis ? Et ça débouche vers l'empathie. L'empathie, c'est une ressource de disponibilité, d'accueil, de curiosité. Il faut de l'espace en soi pour pouvoir vraiment faire preuve d'empathie. Donc c'est pas possible de faire preuve d'empathie quand on est vraiment dérégulé et qu'on n'a pas cette compétence rentrée dans notre inconscient. Parce que toutes les compétences s'apprennent jusqu'à devenir maîtrisées et disponibles même en situation de stress. Mais quand même, des fois, on n'a pas la capacité d'être en empathie quand on est sous stress. Et c'est OK. Pour info, toutes ces choses-là, on les entraîne dans mes accompagnements, donc si ça t'intéresse, ça se passe dans mes emails en téléchargeant la petite fiche. Deuxième chose à ne surtout pas dire si on veut une relation de qualité, remets-toi en question un petit peu. Qui entend ça ? Quelqu'un qui ne souscrit pas aux demandes de son ou sa partenaire. Et qui dit ça, quelqu'un qui vit de la frustration dans sa relation, qui ne sait plus quoi faire ou quoi dire pour apaiser cette frustration, qui n'a probablement envisagé qu'une seule manière d'apaiser cette frustration est d'être satisfait et qui du coup est dans l'exigence sur l'autre. Pourquoi ça marche pas ? Parce que de la même manière que personne ne s'est jamais calmé quand on lui a demandé de se calmer, on ne se remet pas en question sur demande, en tout cas surtout pas comme ça. Quelqu'un qui entend « remets-toi en question » entend en réalité « soumets-toi à moi, change pour moi, change ton point de vue ». Et amener comme ça, jamais de la vie. Sachant que la variante de « remets-toi en question », ça pourrait être de demander à ce que l'autre soit plus ouvert d'esprit. Sauf que souvent, derrière cette demande que l'autre ouvre son esprit, il y a la même posture. C'est pour que ça tourne en ma faveur. Alors que faire si on est celui ou celle qui demande à l'autre de se remettre en question ? Premièrement, revoir sa posture d'exigence pour s'ouvrir à d'autres manières d'être satisfait, d'autres manières que celles qu'on a envisagées. Et ces autres manières ont l'air moins bien à première vue, mais l'idée là est de se mettre dans une dynamique de co-création avec l'autre et pas le fait que l'autre me rejoigne ou que moi je rejoigne l'autre. En fait, il y a un espace entre les deux où on va pouvoir, on espère, se rejoindre. Là où c'est pas forcément facile, c'est que pour m'ouvrir à d'autres manières d'être satisfait, je dois faire le deuil de la seule manière que j'ai envisagée. Ce sera peut-être pas comme l'idéal que je m'étais construit.
Et ça, pour certaines personnes, c'est un aveu de faiblesse et en même temps, c'est normal puisque dans l'énergie du deuil et de la tristesse, c'est une énergie qui redescend, c'est une énergie qui lâche. Et souvent, là, quand il y a quelqu'un qui dit « remets-toi en question », c'est deux égos qui s'affrontent. Donc, m'ouvrir à autre chose et rentrer dans un espace de co-création peut me donner l'impression que c'est moi qui me soumets à l'autre et je ne veux pas me rabaisser à ça. Sauf que là, on est vraiment dans une dynamique de pouvoir où il y en a un qui domine, l'autre qui est dominé, et en fait on passe son temps à faire ça, ou en tout cas à essayer de faire ça. C'est complètement stérile, ça marche pas, puisque personne n'a envie d'être dans cette position-là. Et donc voilà, ça va être des guerres d'ego comme ça, et l'idée c'est vraiment de revenir à cet espace où on est sur un pied d'égalité. Rien d'intéressant ne se passait tant qu'on n'est pas là. Je la tourne au positif, les choses intéressantes dans la relation de qualité qui nous intéresse se passent ici, sur un pied d'égalité. Revenir ici va nous permettre de faire preuve d'empathie et de curiosité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de s'intéresser à l'autre, de lui demander tiens, qu'est-ce qui te parle pas, qu'est-ce qui est difficile pour toi dans ce que je demande aujourd'hui, et là on va juste, sans parler d'envisager nécessairement d'autres solutions tout de suite, au moins retrouver un espace de dialogue et de connexion. On peut aussi dire quelque chose comme ça. Manifestement, ce que je te demande, c'est pas possible pour toi tel quel et c'est difficile pour moi de faire face à ça. J'ai envie qu'on trouve une manière de fonctionner qui nous aille à tous les deux, donc qu'est-ce que tu proposes d'autre pour l'instant? Si avec tout ça on n'y arrive pas, on peut solliciter une aide extérieure et puis peut-être que les solutions qu'on va trouver ne nous conviendront jamais et à ce moment-là, c'est peut-être le signe qu'on n'est pas si compatible que ça et que ce serait mieux de faire chemin séparé. Et donc pour revenir sur ce truc d'empathie, là, c'est pas facile d'être dans l'empathie parce que être dans la vraie empathie et s'intéresser à l'autre et être disponible pour lui, ça demande de s'être accueilli soi-même, ce qu'on appelle l'auto-empathie. On ne peut être disponible pour l'autre qu'à la hauteur de ce qu'on s'est rendu disponible pour soi-même. Et c'est cette disponibilité-là qui va nous permettre de rentrer dans un fabuleux espace de co-création. Donc comme je disais, c'est ce qu'on apprend dans mes accompagnements. Donc si tu veux être tenu au courant des nouvelles sessions, ça se passe dans mes emails. Et mes emails, ça se passe en téléchargeant la petite fiche des sentiments et des besoins, qui est un premier pas indispensable, si ce n'est le premier, pour rentrer dans un espace d'auto-empathie en nommant ses sentiments et ses besoins. Donc cette fiche gratuite et sa mini-formation vont te faire patienter en attendant les nouvelles sessions d'accompagnement. Elle va t'aider à reconnaître tes sentiments et tes besoins, mais aussi à reconnaître les sentiments et les besoins de l'autre. Et éventuellement, vous allez pouvoir partager cette fiche. Donc pour y accéder, tu cliques tout simplement sur le lien dans la description. Et j'aimerais bien te lire en commentaire. Dis-moi si déjà tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé ici, dans un rôle ou dans un autre, dans une phrase ou dans une autre. Et partage-moi d'autres phrases qui ne sont pas entendables pour toi. Et peut-être que j'en ferai une nouvelle vidéo.